Bienvenue pour ce live pour plonger au cœur du métier d'analyse financier. Ce soir, on reçoit Séville Baltassi et Nestor Toroman et Younes Belkayat. Donc, je vais vous laisser vous présenter chacun votre tour. Séville, je vous laisse commencer. D'accord. Alors, moi, je suis Séville Baltassi et je travaille actuellement en tant que consultante chez BNP Paribas CIB pour le département FIC qui est Financial Institutional Coverage. Je suis rattachée au COO et j'ai le rôle du business coordinateur pour le front office. C'est-à-dire que j'ai la full délégation des managing directors, donc des banquiers. Mes collègues et moi-même sommes des super importants pour notre département car nous faisons en fait la coordination avec les différents services et surtout avec les équipes de conformité. Très bien. Nestor, je vous laisse la parole. Parfait, merci beaucoup Florence. Donc, bonjour à tous, Nestor Toroman. Je travaille depuis à peu près 2 ans maintenant au sein de l'Institut Louis Bachelier, qui est un réseau de recherche académique partenarial, mais on pourra y revenir peut-être après, où je travaille en tant qu'ingénieur recherche et développement en finance verte, finance durable. Donc, c'est notamment des questions d'analyse extra-financière. Super, merci beaucoup Nestor. Merci à tous d'être là. Donc, on va pouvoir commencer en détail pour explorer un peu plus votre métier. Donc, tout d'abord, ma première question, ça va être quel parcours vous avez eu pour devenir analyste financier? N'hésitez pas à développer les différentes facettes, toutes les multitudes de possibilités qu'il y a. Donc, Nestor, je t'en prie, je te laisse commencer sur ton parcours. Ok, parfait, super, merci beaucoup encore une fois Florence. Donc encore disclaimer, pour ma part c'est de l'analyse extra-financière. Donc mon parcours, j'ai fait une licence d'économie-gestion à la fac. Et après j'ai fait donc un programme grande école et un Master of Science en finance internationale dans une école de commerce à Rennes. Et en parallèle de ça, j'ai fait 2 autres masters. J'ai fait un master donc, en géopolitique et prospective spécialisé dans l'énergie et le climat à l'IRIS et un master en administration publique à l'UBO. Donc voilà. Je ne sais pas s'il y a besoin de spécifier d'autres points. Très bien. Merci beaucoup, Nestor. Et vous, Séville, qu'est-ce que vous avez effectué un petit peu comme parcours? Alors moi, j'ai fait du coup une licence en économie et gestion des entreprises à l'Université Paris-Descartes, option encore économie et gestion des entreprises. Après, j'ai été sur un master en banque finance parce que je voulais vraiment m'orienter en assurance et en banque, quel que soit le métier. Et ce master-là, en fait, il m'offrait 50% comment dire, d'enseignement sur toute la partie juridique, conformité, et la partie 50%, c'était vraiment la partie financière. Du coup, je pouvais vraiment tout voir. Puis, du coup, j'ai fait que les deux, mais par la suite, j'ai du coup fait pas mal de stages, en fait. Enfin, c'est grâce à ça que je me suis dit qu'on pouvait plus développer. J'ai essayé de faire des petites formations. Et après, beaucoup de, comme je disais, d'expérience professionnelle parce que j'ai fait de l'alternance en tant que gestionnaire middle office chez Generali Assurance. Puis j'ai fait de la comptabilité au PCVM à la Société Générale Security Services. Puis après, j'ai été directement sur la partie analyste financière, mais sur la partie conformité chez BNP, chez BP2S et également à la Société Générale, CIB. Ok, super, parfait. Merci beaucoup pour vos parcours très enrichissants. Du coup, il y a une autre facette aussi que je voulais aborder, c'est est-ce que vous avez rencontré des défis particuliers dans le domaine de vos études ou même dans le domaine de votre entrée sur le marché du travail pour accéder à ce poste-là? Je vous en prie, comme vous voulez, chacun votre tour. Je peux commencer alors. Oui, bien sûr. Super. Moi, de mon côté, vu que c'est de l'analyse en finance durable, par conséquent, c'est encore une matière qui est encore un peu niche, on peut l'appeler comme ça. Donc, par conséquent, pour trouver des postes associés à cette thématique-là, c'était plutôt compliqué, pour être honnête, surtout sans expérience au préalable dans ce domaine.
Après, encore une fois, le fait est, c'est que la finance durable est en train de se développer, donc encore très heureux de cette dynamique-là sur la place financière de Paris. Mais, euh, mais oui, il y a de plus en plus de formations justement en finance durable qui sont présentes, notamment dans les écoles de commerce et dans les facultés également. Donc je pense qu'il n'y a pas de problème vis-à-vis de ça, que chacun pourra avoir un bon bagage académique derrière, chose que je n'avais pas auparavant, enfin une spécialité en finance durable. Donc voilà. Ok, super, merci beaucoup. Séville? Oui. Alors, comme je disais tout à l'heure, moi, je fais pas de l'analyse financière, je la fais vraiment dans le cadre de la procédure KYC et conformité. Et comme je vous disais, je travaille du coup en tant que business coordinatrice. Et mon défi, c'est tous les jours sur la partie analyse et sur la partie KYC. Du coup, pour ma part, le domaine de l'analyse financière et du coverage KYC sont cruciales parce qu'en fait, elles présentent plusieurs défis distincts, mais souvent interconnectés. Par exemple, les défis concernant l'analyse financière, ça va être plus la complexité des données en termes de volume et variété. Parce que dans le cadre de mon travail, j'ai dû, si vous voulez, lors de mes différentes expériences, traiter des quantités massives de données provenant de diverses sources, comme les états financiers ou encore des rapports de marché, des données économiques, et aussi en termes de qualité des données, parce qu'en fait, je dois m'assurer de l'exactitude, de la complétude et de la pertinence des données que j'ai. Et souvent, c'est difficile en raison des données incomplètes ou obsolètes, par exemple. Vous avez également le défi sur le changement réglementaire en termes de conformité, parce qu'en fait, je fais face à des réglementations financières qui évoluent constamment. Et du coup, nous, les analystes, on doit se tenir informés de tous les changements pour assurer justement la conformité et adapter nos analyses en conséquence. Après, vous avez également la pression pour des résultats rapides, parce qu'on doit travailler dans des délais très serrés. On a des deadlines. Et souvent, on travaille en fait sous pression pour produire ces analyses précises et très rapidement. Et pour la partie KYC, c'est encore différent pour ce qui est de l'analyse. Il y a la conformité réglementaire parce que, en fait, les réglementations sont strictes et les exigences KYC sont de plus en plus strictes. Et donc, les entreprises, elles doivent se conformer à une multitude de régulations locales et internationales, comme l'anti-money laundering. Et il y a également les sanctions et pénalités aussi, s'il y a le non-respect des règles KYC, qui peut entraîner de lourdes sanctions financières et juridiques. Du coup, il y a aussi le défi sur la gestion des données, parce que sur la collecte en fait et vérification, il faut rassembler et vérifier les informations clients. C'est pour le processus en fait qui est très long et complexe. Et encore sur la protection des données, parce que si vous voulez, on travaille beaucoup avec les données à caractère très sensible. Et donc, il faut assurer la confidentialité et la sécurité des informations personnelles qui sont très primordiales, mais parfois difficiles à gérer parce qu'on va avoir certains clients qui ne vont pas vouloir nous donner ces documents justement parce qu'ils vont trouver ça délicat. Par contre, nous, on en aura besoin dans le cadre de ces dossiers. Nous devons le faire en fait. Donc, ces défis-là, on les a tous les jours. Par contre, il y a des façons de les surmonter. Comme je disais, vu que c'est constant, tout le temps, on peut faire des formations en développement continu. Il y a plein de programmes de formation pour se mettre à jour. On peut utiliser des technologies avancées comme les outils analytiques ou les automatisations KYC, ou encore, vous pouvez mettre en place en fait des collaborations, des partenariats. Donc, on peut défier en fait, on peut surmonter ces défis. Donc voilà, je voulais vous rassurer sur ce point. Merci beaucoup, Séville. Nestor, est-ce que vous voulez rebondir un petit peu sur ce que Séville a dit? Est-ce que vous retrouvez les mêmes défis qu'elle, ou est-ce que vous en avez rencontré des différents? Je peux rebondir un peu sur l'aspect lié aux données. Nous, peut-être, ce qui serait bien, peut-être, c'est de faire une mise en contexte un peu. Tout à fait. Donc, pour rappel, je travaille au sein de l'Institut Louis Bachelier, qui est un réseau de recherche académique partenariale qui a été créé en 2008, en 2009, après la crise des subprimes par Christine Lagarde, pour justement que la sphère financière ne puisse pas refaire cette catastrophe, on va dire, financière, et donc pousser à la recherche dans le domaine de l'économie et de la finance.
Donc, à partir de là, donc, on a construit plusieurs programmes de recherche qui s'appellent DSHARE sur différentes thématiques qui est la transition démographique, transition digitale et aussi transition finance verte. Et donc, dans ce cadre-là, je travaille dans l'entité de recherche et développement qui est adossée à ce réseau de recherche, où on travaille conjointement avec les chercheurs pour donner des solutions dites opérationnelles, à la fois pour des parties prenantes privées et des parties prenantes publiques. Donc, dans les parties prenantes privées, par exemple, on va avoir des banques, des assurances, des fonds d'investissement, pour lesquels on va leur répondre sur certaines thématiques liées à la finance et finance durable. Donc, pour rebondir sur ce que disait Cécile tout à l'heure, sur la qualité de données, on a travaillé, pour vous donner un exemple, on a travaillé pour une banque pour évaluer l'alignement climatique d'un portefeuille de crédit automobile, donc de crédit personnel, où en fait l'alignement climatique, pour faire simple, c'est voir est-ce que le portefeuille est aligné avec les objectifs de l'accord de Paris ou pas. Et donc, dans ce cadre-là, on a dû, en première étape, évaluer l'empreinte carbone, donc évaluer les émissions associées à ce portefeuille-là. Et par conséquent, on a dû récupérer les données internes de cette banque pour obtenir, véhicule par véhicule, les marques, les modèles, ces genres de choses, qui sont adossés à ces crédits-là, et ensuite faire des jointures pour obtenir les émissions associées, et ensuite, justement, faire des ajustements, on va dire, pour que ça puisse fonctionner et matcher avec les scénarios dits climatiques, comme le GIEC le fait, par exemple, et pour ensuite projeter les émissions sur le long terme. Donc voilà, et dans le cadre de cette empreinte dont je parlais à l'instant, il y a des qualités de données qui sont très différentes, où on peut avoir donc plein de points d'entrée, où on peut avoir la marque, le modèle, ce genre de choses, ou ne pas avoir pratiquement zéro donnée, juste savoir que c'est une voiture, et à partir de là, justement, essayer de faire des proxys pour essayer en fait d'avoir une empreinte totale de portefeuille. Et là, justement, on va pouvoir décomposer justement la qualité de données sur ce portefeuille-là en disant 60% de ce portefeuille-là a une qualité de données très granulaire, donc par conséquent une très bonne, et 40 autres % où là, on n'est pas sûr à 100% puisqu'on a fait des proxys. Donc voilà, je rejoins tout à fait Sylvie sur l'importance de la qualité de données, d'autant plus en finance durable, puisque les acteurs justement essayent de plus en plus d'une part de faire du monitoring, donc d'évaluer justement ce qu'ils font au jour le jour, mais aussi de prendre des engagements, et pour les suivre également au cours du temps, il faut une bonne qualité de données. Donc ça, c'est indéniable dessus. Superbe. Merci beaucoup Nestor pour votre retour. On va pouvoir commencer à aborder une nouvelle partie. C'est un petit peu les différentes structures dans lesquelles vous avez pu travailler l'un et l'autre, pour un petit peu expliquer aux personnes qui nous écoutent dans quel environnement on peut travailler en tant qu'analyste financier et quels sont les différents types de postes qu'ils peuvent trouver dans ce métier-là, et leur faire comprendre qu'en fait, chaque structure peut être différente, les avantages, les inconvénients en fonction de, que ce soit dans le privé, dans le public, ce genre d'éléments. Donc voilà, Cécile, je vous laisse la parole. Alors, si vous voulez, j'ai jamais travaillé dans le public, donc je ne sais pas du tout comment ça marche. Mais pour ma part, j'ai toujours été dans le privé. Et comme je vous disais tout à l'heure, j'ai toujours été orientée banque, plutôt les banques d'investissement, donc CIB, et également les assurances. C'est vraiment les secteurs qui m'attiraient le plus. Et on sait très bien que l'analyse financière, c'est un sujet très large. On fait de l'analyse, par exemple, comme sur le KYC ou le développement durable, ou sur d'autres sujets. En fait, moi, je pense que ce qu'il faut que les étudiants se fassent aujourd'hui, ceux qui veulent devenir analystes financiers, c'est déjà de savoir vers où ils veulent aller et vers quel secteur ils sont le plus intéressés. Moi, c'était banque et finance. Et je me suis rendu compte, à travers mes expériences, que j'étais plus attirée en fait vers la banque, vers les produits bancaires, plutôt que les produits de l'assurance. Donc, moi, comme je vous disais tout à l'heure, j'ai travaillé pour les grands groupes bancaires françaises, c'est-à-dire la Société Générale et BNP Paribas. C'est là où j'ai pu évoluer, où franchement, c'est des, comment vous dire, c'est des entreprises ou des banques plutôt, où vous pouvez apprendre beaucoup de choses, où il y a beaucoup d'expérience, et vous pouvez vraiment développer vos compétences. Parce qu'en fait, comme je disais, pour les stages, en tout cas, si vous pouvez faire de l'alternance ou des stages, moi, très honnêtement, je vous conseillerais de le faire, parce que c'est là où vous allez pouvoir développer en fait beaucoup de compétences, et
il faut vraiment développer ses compétences en fait interpersonnelles, je dirais, surtout par exemple au niveau de la communication, parce que la communication c'est important, surtout pour l'analyse financière. Il faut la communication écrite et orale pour expliquer clairement en fait vos analyses et recommandations à une personne. Parce que souvent c'est des écrits qu'on a, des rapports, ou des fois à l'oral vous devez expliquer la situation. Et il faut vraiment être clair et précis. Après, vous pouvez également, grâce à ces expériences, développer votre en fait, capacité à penser, à critiquer et vous orienter en fait sur la résolution d'un problème. C'est-à-dire, vous pouvez être capable de penser de manière critique et analytique pour résoudre en fait les problèmes financiers complexes, par exemple. Également, la gestion du temps ou de l'organisation, en fait, c'est des éléments importants. Et pareil, quand vous êtes en stage ou quand vous êtes en alternance, c'est la même chose, mais vous apprenez en fait à gérer les outils. C'est très, très important dans une analyse. Par exemple, Excel, c'est super important. Ça, c'est pour vraiment toutes sortes d'analyses. Il est utilisé pour la modélisation financière ou par exemple, surtout pour les tableaux croisés dynamiques. Et en fait, il faut être bien formé dans ça parce que c'est très important. Ou par exemple, moi, dans mon domaine, on utilise beaucoup Bloomberg et Reuters. C'est des logiciels en fait qui fournissent des données financières en temps réel ou encore des analyses de marché et des outils de trading en fait. Tout ça, c'est important. Donc, plutôt que la structure, pour que si vous voulez travailler en banque ou finance, voilà, il faut vraiment se préparer à ces outils, à tout ça et faire ces stages-là absolument. Ok, super. Parfait. Ben, Nestor, je vous laisse la main là-dessus et on verra du coup en fonction de ces villes s'il y a des similitudes ou des grandes différences et d'autres éléments à apporter. Je vous laisse la parole. Merci. Non, je rejoins tout à fait ces villes pour le coup, notamment sur les sujets de bureautique. Ça, c'est indéniable, savoir bien savoir comment fonctionne Excel. Notamment savoir faire un peu de VBA également, ça peut servir. Et également savoir présenter les choses clairement. Moi, dans le cadre de mon travail, on travaille notamment avec des top managers, des banques, des assurances, qui n'ont pas forcément beaucoup de temps, notamment pour les réunions, mais aussi pour avoir suffisamment de temps pour comprendre les choses et se poser toute une journée pour comprendre. Donc, il faut savoir être suffisamment clair et suffisamment aussi récupérer en fait toutes les informations qui vous semblent pertinentes. Ça, c'est un premier point. Donc, l'esprit de synthèse également très important. Et oui, après, les relations interpersonnelles avec les gens, ça, c'est très important. Et ça se ressent d'autant plus en finance durable, qui est une petite sphère, un peu comme le private equity. Également. Donc forcément, plus on réussit à se faire des contacts, plus mieux c'est après de revenir. Donc oui, totalement aligné. Très bien. Et sinon, pour un petit peu plus développer, par exemple, votre structure, est-ce que vous pourriez développer un petit peu plus sur cet aspect-là? Oui, non, bien sûr. Bien sûr. Alors moi, j'ai une double casquette dans ma structure pour pas faciliter les choses. Je travaille d'un côté donc dans l'entité de recherche et développement et de l'autre, je travaille pour une fondation qu'on a lancée récemment qui s'appelle PARC, pour Paris Agreement Research Commons, qui a été lancée notamment avec la Direction Générale du Trésor et l'ADEME pour stimuler la recherche en finance durable. Et on a notamment Bertrand Badré, qui est l'ancien directeur de la Banque mondiale, pour petite anecdote, en tant que président. Et donc, dans ce cadre-là, on essaye justement de développer les programmes de recherche. Donc, ça, c'est un premier point. Et puis après, sur l'autre aspect donc, de mon autre casquette, en recherche et développement, là, ça peut avoir diverses formes. Généralement, ce qu'on aime dire, c'est qu'on fait de la recherche sous format conseil. Donc là, sur les acteurs privés notamment, on essaye de leur donner une solution, on va dire, un peu clé en main, où on regarde un peu l'état de l'art de la recherche et ce qui se fait justement du côté de la recherche en faisant les interactions avec les chercheurs, notamment de notre réseau. Vu qu'on compte à peu près 1000 chercheurs dans notre réseau, donc forcément, on a une pluralité de disciplines et une pluralité d'expertise. Donc, où on a notamment des polytechniciens, des personnes de l'ESSEC, de l'HEC, etc. Et donc, à partir de cette recherche-là, on rend les choses opérationnelles en créant, par exemple, des outils de pilotage
que ce soit à la fois de pilotage justement vis-à-vis des analyses extra-financières qu'on a conduites, mais également des impacts que ça peut avoir d'un point de vue économique dessus et quels sont les leviers de décarbonation, donc les actions à mettre en place pour réduire les émissions d'un portefeuille, par exemple. Donc ça, c'est le premier aspect. On a travaillé également avec, je vous fais une petite liste à l'après-vert, comme ça vous voyez un peu ce que je fais. On a travaillé également avec une banque française pour évaluer les émissions évitées que sont justement liées au financement de la rénovation énergétique des bâtiments. Donc voir quel peut être le gain énergétique associé à ces rénovations-là pour à terme émettre des green bonds pour la structure. Et enfin, vis-à-vis du public, là, on travaille notamment sur un projet qui est encore financé par l'ADEME, donc qui est la branche scientifique, on va dire, du ministère de la Transition, sur l'agrégation des méthodologies d'alignement climatique, donc un peu le sujet dont je parlais précédemment, où il y a une pluralité d'acteurs qui fournissent des méthodologies pour aligner des portefeuilles avec des objectifs climatiques. Nous, on en a répertorié à peu près 50. On a fait un panorama avec une fiche méthodologique pour chaque, où on a échangé avec chacun des providers pour voir si ça fonctionnait bien de leur côté. Et là, la deuxième phase, justement, c'est de travailler sur un aspect un peu plus consolidé pour voir si les places, par exemple les places que sont la place de Paris, la place de Zurich, la place de New York, sont alignées avec les objectifs climatiques ou pas. Donc voilà, les projets ont une pluralité fantastique. Donc c'est ça qui m'intéresse beaucoup aussi dans ce travail-là. Super. Cévile, vous, est-ce que vous voulez rentrer plus en détail dans la structure, dans votre poste en tant que consultant je sais pas. Est-ce que comme je disais tout à l'heure, moi, c'est pas si poussé que lui. Moi, c'est vraiment sur la partie conformité. En fait, nous, on va avoir les banquiers. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va se charger de prendre leurs responsabilités concernant la partie conformité, parce qu'ils n'ont pas le temps. Et ça va leur prendre beaucoup de temps et c'est pas ce qui est primordial dans leur job. Donc, on est là vraiment pour les aider. Et pour ça, on est en contact avec différentes équipes chez BNP, également à l'international. On a des coordinateurs un peu partout. Et moi, du coup, je m'occupe des clients sur Paris, des clients vraiment parisiens. Les clients que je vais gérer sont des clients des institutions financières. Ça peut être public ou non. Et ce que je vais faire, c'est que je vais faire une analyse de A à Z sur les bénéficiaires effectifs, voir si on a des faux sites ou pas, si on a des negative news ou pas, de comprendre en fait où va l'argent ou d'où provient l'argent, la source. C'est très important pour nous. Et tout ça, ça passe en fait par les risques. Ce sont des risques qui peuvent un peu, perturber l'image, si vous voulez, de nos structures. En fait, dans le cadre du KYC, on le fait parce que, premièrement, pour l'évaluation de la solvabilité, parce qu'elle permet en fait de vérifier les capacités financières du client et pour honorer en fait ses engagements et éviter, si vous voulez, les défauts de paiement. On le fait aussi parce que, par rapport à mon job, je vous parle, on le fait aussi parce qu'en fait, c'est pour prévenir le blanchiment d'argent. En analysant en fait toutes les transactions financières et les sources de ces fonds, on peut détecter les activités suspectes ou illégales. Et une fois que c'est détecté, on va les envoyer directement à l'équipe conformité qui va s'en charger. Également, pour comprendre en fait le profil du risque, c'est pour en fait évaluer le niveau de risque associé à chaque client en tenant bien sûr en compte de leur historique financier et puis de leur pratique commerciale. Également sur la partie conformité réglementaire, parce qu'en fait, les institutions financières, elles doivent se conformer aux régulations nationales et internationales. Et l'analyse financière fait partie en fait des exigences pour garantir que les clients ne sont pas impliqués dans ces activités illégales. Et puis, on a aussi la partie détection de fraude. Elle permet en fait de repérer des comportements financiers atypiques qui pourraient indiquer une fraude ou d'autres activités illicites, par exemple. Et je crois que j'ai fait le tour, mais
comme je vous disais tout à l'heure, maintenir en fait la réputation de l'institution. Donc tout ça, on doit le faire, mais c'est une analyse poussée et une analyse financière. Ok, Voilà. super. Bah, merci beaucoup, Sybille, pour ces éléments. En tout cas, c'était très clair. Nestor, est-ce que vous voulez rebondir ou c'est bon pour vous? Non, c'est très bien. Non, c'est bon? Très bien. Pour finir, je vais vous demander, des conseils, du coup, pour les futurs professionnels, enfin les étudiants qui veulent potentiellement faire ce métier-là ou les personnes en reconversion. Qu'est-ce que vous pourriez leur conseiller, pour réussir dans ce domaine-là, que ce soit dans le milieu, étudiant ou, dans le milieu professionnel? Si vous avez, des conseils sur ces 2 parties-là, allez-y. Nestor, je vous en prie. Question compliquée. Non, en soi, je pense à 2 points. Premier point, c'est ce que je disais tout à l'heure, se mettre en réseau. Ça, c'est très important et je pense que le Talk Finance le fait très bien. Donc se mettre en réseau avec les personnes qui pourraient à terme avoir les mêmes postes que vous, ou les mêmes thématiques, on va dire, les mêmes thématiques. Donc ça, c'est le premier point. Et second point, c'est plus sur l'aspect formation. Donc Sybille parlait tout à l'heure de formation courte. Je pense que ça peut être intéressant également de le faire, que ce soit de diverses manières, que ce soit sur des MOOC, sur des conférences également. Des conférences, il y en a pas mal, à la fois sur Internet ou à la fois également en physique. Nous, de notre côté, il y a pas mal de conférences qu'on fait sur la finance durable, donc si jamais. Et voilà, oui, c'était les 2 principaux points que je voyais pour le coup. OK, très bien. Sybille, je vous en prie. Moi, je rejoins Nestor sur ce qu'il a dit. En plus de ça, je vois qu'il y a une question intéressante. Si on n'est plus étudiant, on ne peut plus avoir d'alternance et de stage. Que pouvez-vous recommander à ceux qui n'ont pas suffisamment d'expérience, mais qui ont un master en finance? Moi, ce que je vous recommanderais, c'est de passer un certificat qui est en lien avec ce que vous avez vraiment envie de faire, parce que c'est très important. Et vous avez des entités qui sont très, très connues et validées par le monde de la finance. Donc, je pense que vous devriez investir sur les certificats, parce que le problème qu'on a aujourd'hui, c'est qu'il y a beaucoup de candidats, beaucoup trop, et on a tous à peu près des bons profils, mais malheureusement, le marché est un peu, je dirais, saturé. Donc, pour se différencier de vos collègues, entre guillemets, il faut faire un certificat, il faut passer un certificat, faut montrer que vous êtes en train de persévérer, que vous voulez réussir et que vous voulez vous démarquer de l'autre et quels sont justement, pourquoi je te prendrais toi plutôt que l'autre? Le certificat, ça va faire de l'effet. Enfin, moi, en tout cas, c'est ce que je pense. Super. Du coup, vous avez pu répondre à l'intégralité de la question de Tiger. On en a une dernière de Roseway qui dit: pour moi, vous constituez déjà un réseau. Comment faire? Donc, je pense qu'il se demande comment faire pour constituer un réseau. Je ne sais pas si vous avez des conseils Oui. à donner là-dessus. Moi, je peux avoir un conseil. C'est justement qu'il y a beaucoup de clubs, notamment des jeunes professionnels sur différentes thématiques. Il y a des clubs sur l'infrastructure. Je pense qu'il doit y avoir aussi des clubs sur l'analyse financière. Donc, essayer de s'intéresser à ça. Ça, c'est un premier point. Et après, encore une fois, partir à des événements type conférence où on peut avoir l'opportunité de rencontrer des gens, que ce soit à la fois des intervenants, mais aussi des personnes qui y assistent. Donc, ça, c'est vraiment, on va dire, un peu le B à bas pour rencontrer des gens qui partagent, on va dire, les mêmes points d'intention sur le sujet. Ouais. Super. Et comme il nous reste encore quelques petites minutes, on a une nouvelle question. C'est: quelle certification existe-t-il pour les analystes financiers qui souhaitent travailler dans le domaine de l'investissement? Alors, comme je disais, moi, je suis pas vraiment analyste financière, vraiment dans tout ce qui est opération, analyse crédit, etc. Moi, c'est vraiment toute la partie conformité. Donc, je ne vais pas pouvoir conseiller la personne. Mais en tout cas, il y en a beaucoup sur Internet et ils peuvent, encore une fois, s'aider du réseau parce que, en fait, quand on fait du réseautage, on appelle ça, il faut vraiment regarder le profil de la personne, si la personne peut vous aider. Parce qu'il ne faut vraiment pas hésiter à poser des questions. Moi, par exemple, souvent, je reçois des mails des personnes que je ne connais pas. Si je peux aider, j'aide. Et si je ne peux pas, je le dis gentiment que je ne peux pas aider parce que ça ne correspond pas, en fait, à ce qu'elle veut.
Et je ne fais pas du tout ça, donc je ne peux pas l'aider. Mais si je peux l'orienter vers une personne que je connais, je le fais également. Voilà, Ok. c'est ça en fait. Ou n'hésitez pas à envoyer vos CV ou vraiment essayer de discuter. On est là pour ça, que ce soit DocFinance ou LinkedIn ou tous les autres réseaux. On est là pour nous montrer, mais aussi pour aider les autres. Donc voilà. Super. Oui, totalement aligné avec ce qu'a dit Sylvie. Ok. J'allais vous demander du coup. Parfait. Bah, du coup, les personnes vous remercient d'avoir répondu à leurs questions. On va juste finaliser avec une toute petite dernière. On a une question de la part de Charline qui dit c'est bien dès lors du stage que l'on peut acquérir des compétences précises. Elle pose cette question-là. Est-ce que c'est bien ce que vous vouliez dire? En gros, elle demande est-ce que c'est lors des stages qu'on acquiert les compétences précises pour le Alors, métier? pas précise, mais vous allez acquérir des compétences. Ça veut dire qu'à chaque stage, parce que vous savez, il y a une chose que les étudiants ils font aussi, c'est que vu qu'ils sont en train de faire des études, ils ne veulent pas soit travailler, soit ne pas faire de stage, parce qu'ils vont être fatigués. Mais ce n'est pas comme ça qu'on réussit. On a besoin d'être fatigué, on a besoin de réussir, donc on doit tout donner. Une fois que vous avez tout donné, vous allez arriver là où vous avez envie. L'essentiel, c'est de vous concentrer, même si ça vous fatigue, ce n'est pas grave, il faut penser au futur. Vous allez réussir. Donc, quoi qu'il arrive, faites différents stages, même si ça dure 1 mois, 2 mois, 3 mois, faites-le. Parce que lors de ces stages-là, vous allez vraiment apprendre beaucoup de choses. Moi, il y a une chose que j'ai pu apprendre grâce à mes cabinets de conseil, parce que je suis souvent en mission, c'est m'adapter aux clients. Chaque client est différent. Et si vous arrivez déjà à vous adapter à votre client, vous faites vraiment la part des choses. Parce que la communication, c'est très, très important. Il ne faut vraiment pas hésiter à échanger, parce que même si on vous fait des critiques négatives, ce n'est pas grave. Au contraire, on ne les fait pas pour vous dire que vous êtes nul. On vous les fait pour que, justement, vous puissiez vous améliorer et être la meilleure version de vous-même. Ok. Super, merci Séville. On a vraiment, celle-ci, c'est la dernière pour conclure, mais elle est très intéressante, c'est pour ça que je veux vous la proposer. Du coup, on demande quelles sont les perspectives d'évolution dans ce métier en tant qu'analyste financier, parce qu'il y en a qui voient de moins en moins de postes comme celui-ci, et plutôt des postes de business analyste, pardon, et du coup, ils voudraient savoir quelle est la différence entre les deux. Voilà. Business. Je ne sais pas si vous... business analyst, en général, c'est la même chose. Je pense que c'est la même chose. Hein, oui, c'est juste que l'intitulé a changé. C'est ça, en fait. Il ne faut pas s'attarder sur les intitulés. Je pense qu'il faut bien lire le poste, parce que moi-même, parfois, je vois des titres, je me dis, on va regarder ce que c'est. Donc, je clique dedans, je lis tout, et je vois que ça me correspond. Et parfois, ça ne me correspond pas. J'ai déjà eu le cas. J'ai déjà travaillé là où je suis actuellement, il y a très longtemps. Et la première fois qu'on m'avait annoncé ce poste, c'était MOA en conformité. MOA. Mais en fait, quand je suis venue, non, ce n'était pas du tout ça. C'était vraiment le métier du business coordinateur. Vraiment. Okay. Donc, il ne faut pas vraiment s'attarder sur les titres. Il faut vraiment regarder en détail si ça vous correspond et ça correspond à vos attentes et à votre profil. Parce qu'il n'y a pas que l'entreprise qui vous recrute. Vous aussi, vous acceptez d'y aller. Donc, il faut vraiment être d'accord. Tout à fait. Nestor, un élément à ajouter sur cette question? Malheureusement, je ne connais pas, donc je ne pourrais pas tenir. D'accord, très bien, pas de souci. Écoutez, c'est parfait. On a une dernière question. Donc, c'est quelqu'un qui demande, qui a une formation en finance comptabilité. Elle a 5 ans d'expérience dans un cabinet d'expertise comptable et elle veut se spécialiser en finance. Est-ce que vous avez une idée de ce que vous pouvez lui conseiller en termes de parcours pour se réorienter du coup? Parce qu'elle a déjà fait de la comptabilité, elle a 5 ans d'expérience dans un cabinet. Peut-être premier point, c'est de savoir déjà sur quoi elle a envie de s'aiguiller. Est-ce que c'est de la finance de marché ou de la finance d'entreprise? Si elle fait de la finance d'entreprise, là, par conséquent, je pense que normalement, il n'y a aucun problème dessus. La passerelle, sera plutôt aisée. En revanche, si c'est en finance de marché, là, ça risque de demander un peu plus d'efforts et par conséquent, de mettre en place plusieurs initiatives de son côté. Après, peut-être que celui-là, vous avez des... Ouais, je rejoins Nestor, ouais. Parce que si elle veut faire de la finance d'entreprise, ça va être facile.
parce que ça correspond tout à fait à son profil. Mais peut-être que pour la finance de marché, on va lui demander justement des connaissances du marché, d'avoir peut-être, c'est le problème qu'on a aujourd'hui en France, mais c'est comme ça, d'avoir peut-être un petit peu d'expérience sur ça. Mais ça ne veut pas dire qu'il y a des gens qui sont fermés. Comme je disais tout à l'heure, n'hésitez pas à vous abonner à certaines personnes et directement leur parler en message privé, parce qu'il y a des personnes qui sont prêtes vraiment à aider. Ok, super. Bah, merci beaucoup. Est-ce que vous avez un mot à dire pour la fin? Non. Bon courage à tout le monde et j'espère que tout le monde trouvera sa voie. C'est très important. Et en tout cas, c'était un plaisir d'avoir échangé avec vous ici. Voilà. Super. Nestor? Encore une fois, totalement aligné avec Séville. Très heureux d'avoir échangé avec vous et puis avoir partagé, en tout cas, ma maigre expérience sur le sujet, en espérant que ça ait pu aiguiller quelques personnes. Donc, Super. Bah, je vous remercie, Séville et Nestor, d'avoir répondu présent et à une prochaine fois. merci Merci beaucoup. beaucoup. Au revoir. Au Bonne revoir. journée.